Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes, le podcast où on parle de nos vies relationnelles, amoureuses et de Dieu. Je suis Sophie, une des animatrices du podcast, et aujourd'hui, on parle avec Joseph et Constance qui nous racontent leur cheminement. Ils sont fiancés aujourd'hui et vraiment cette conversation, c'est l'adage du podcast, c'est on parle des vraies choses de la vraie vie et je suis honorée par leur confiance. Et je crois qu'ils disent des choses belles, vraies, qu'on raconte pas forcément sur la réalité du début du couple ou des premières années du couple avant le mariage. Ils échangent humblement sur les choses faciles, les choses surprenantes, les choses plus compliquées, les choses où ils doivent s'adapter. Je pense que ça peut vous encourager aussi, que vous soyez célibataire ou en couple, un jeune couple ou un moins jeune couple. Peut-être c'est un épisode à transmettre aux gens qui sont fiancés en ce moment ou qui sont sur le point de se fiancer, parce que ça peut leur donner des clés pour comprendre ce qu'ils vivent. N'hésitez pas à nous écrire sur Insta, sur YouTube, et on est content de cheminer avec vous dans cette saison. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Bienvenue de retour dans cet épisode de Nos 2 centimes. On accueille dans cet épisode Constance et Joseph qui sont en face de moi dans mon salon, enfin dans ma salle à manger puisque c'est aussi mon salon. Je vais vous présenter pour commencer. Constance, tu as 27 ans, tu es doctorante en sociologie et histoire. Tu es fiancée de Joseph, qu'on va présenter tout à l'heure. T'es née dans une famille chrétienne et t'as défini juste à l'instant ton parcours comme un parcours assez linéaire et fluide avec Dieu et dans la vie. Et t'aimes les arts, la peinture, le dessin, le chant et plein de trucs. Joseph, t'es donc le fiancé de Constance. C'est ça. Et t'as 26 ans, t'es doctorant aussi, mais en communication politique. Et t'as déjà été interviewé sur le podcast Nos 2 centimes dans l'épisode Les hommes parlent de sexualité en juillet 2023. Ouais, c'est sorti par là. Saison. C'est ça. Vous pouvez donc aller écouter Joseph pour le voir à un moment intéressant de son parcours avec Constance aussi, mais pas de spoiler pour la suite. Et tous les deux, vous vous intéressez à l'écologie et vous êtes même ambassadeur à Rocha, une association chrétienne qui sensibilise à l'environnement. Et vous êtes ensemble depuis 1 an et demi. 18 mois, si on compte en âge de bébé. Mais 1 an et demi, c'est mieux pour les adultes. Eh ben, c'est parti, on va plonger dans la première question. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quoi votre love story? Et j'aime trop, j'ai entendu Constance me raconter votre love story et j'aime trop ça. Ok. Ben, moi, je suis... habituellement, on est plutôt gêné de la raconter parce qu'on a l'impression qu'elle est inintéressante au possible. Mais en fait, Constance... la première fois que j'ai entendu parler d'elle, je rendais visite à une église à Lyon. On est tous les deux lyonnais. Et voilà, c'était une église où il y avait essentiellement des personnes âgées, pas beaucoup de monde. Et je parle à la fin du culte à une dame qui est un peu en responsabilité dans l'église et qui fait le lien du fait que je fais une thèse, que je viens du milieu évangélique, que je suis dans les sciences sociales. Elle me parle de Constance parce que Constance avait fait un entretien avec elle dans le cadre d'un de ses projets de recherche. Et du coup, moi, ça tombe à une période où je venais d'aménager à Lyon. Mon université à Paris, donc je suis assez isolé à tout point de vue, disons, à Lyon. Je connais pas grand monde. Et c'est vrai que de savoir qu'il y a quelque part dans cette ville une doctorante chrétienne qui travaille sur des sujets qui m'intéressent, ça m'a pas mal donné envie de voilà la rencontrer. Donc j'ai réussi à la contacter par email, on s'est programmé un café, mais voilà, pour moi, dans ma tête, je pense qu'à 95% c'était vraiment très professionnel et qu'il s'agissait absolument pas d'un date, mais juste voilà, de faire connaissance professionnellement et donc voilà, on s'est vu, on a un peu parlé et voilà, après il y a eu un petit temps disons de désert et peut-être Constance elle peut prendre la suite. Parce que là du coup ça trottait plus dans ma tête qui est ce Joseph. Donc on s'est vu au café et il m'a jamais recontacté et moi j'étais un peu enfin je vois pas qu'on a plein de points communs, pourquoi il me recontacte pas? Et j'ai un peu laissé cette question là en suspens sur le côté peut-être un peu par fierté aussi que une femme elle fait pas le premier pas. Donc j'ai pas cherché à recontacter Joseph et en fait Arocha a ouvert un groupe associatif à Lyon
Et je l'ai appris par une amie qui m'a dit « Ah, ça y est, ils ont un groupe Arocha à Lyon, rejoins le groupe. » Et elle m'a envoyé le lien qui faisait le compte-rendu de la dernière réunion qu'ils avaient eue. Et sur la photo, il y avait Joseph. Excellent. Et donc du coup, alors évidemment, il fallait envoyer un mail à l'organisateur pour avoir plus d'informations. Moi, je vais envoyer un mail à Joseph pour savoir quand est-ce qu'était la prochaine réunion. Il se trouve qu'il n'y était pas, mais bon, c'est pas grave. Ça faisait déjà un premier lien. Ouais. Et ah oui, entre-temps, j'avais vu son CV sur LinkedIn, donc je me suis dit écologie, chrétien, engagement politique. J'étais tombée sur un de ses articles aussi sans faire exprès. Et je me suis dit, mais on a tellement de points communs. C'est l'homme de ma vie, quoi. C'est toutes les cases, elles sont cochées. Et j'ai laissé ça en suspens pendant 2-3 mois, toujours avec cette idée que c'était lui qui allait me contacter. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, enfin c'est une amie quand même qui m'a encouragée, qui m'a dit, franchement là, il a l'air vraiment intéressant, pourquoi pas pour une fois faire le premier pas. Et surtout, je me suis dit, c'est un mec sain, donc même si je me fais remballer, j'aurais pas trop honte, il va pas être méchant. Ouais. Donc quand la rentrée est arrivée, je lui ai envoyé un message en lui disant bah, t'as ton labo à Paris, moi aussi, est-ce que ça te dit de travailler en BU ensemble, me plaise. Bibliothèque universitaire pour ceux qui sont pas dans le jardin étudiant. Voilà. Donc on s'est retrouvés en bibliothèque pour bosser en fait assez vite après quelques rendez-vous. Ça s'est fait. On est sorti du strictement professionnel. Et oui, on peut dire que c'est plus strictement professionnel. Trop bien. Il y a plein de trucs à détricoter dans ce que vous venez de raconter et j'ai hâte de faire les prochaines questions pour un peu comprendre un peu mieux. T'as parlé de Constance de une femme peut pas faire le premier pas et de comment Dieu peut-être a travaillé avec cette fausse croyance ou cette croyance-là. Je sais pas si elle est fausse. Il y a plein de trucs. Ça va être cool. Excellent. Donc, il y a 1 an et demi, vous étiez célibataire avant d'être ensemble. Et c'était comment le célibat pour vous ? Alors, pour moi, c'était mon état normal. Parce que Joseph, c'est mon premier copain. Ouais. Du coup, voilà, ma vie, c'était célibataire. Donc, je ne connaissais rien d'autre. Du coup, j'avais pas de rapport particulier au célibat parce que c'était la normalité. Je pense que j'aimais le célibat. Surtout que le célibat, surtout adulte, ça symbolisait pour moi beaucoup d'indépendance et de liberté que j'ai pas vraiment connue dans mon enfance. Je suis restée assez longtemps à vivre chez mes parents. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'aventures. Vive la best life en étant célibataire, en ayant son appart. Et en fait, j'ai eu mon appart et quelques mois après, j'étais avec Joseph. Donc voilà. Donc après, je pense que j'ai commencé à un peu expérimenter la souffrance du célibat quand j'ai vu le regard que les autres portaient sur moi au fil des années, surtout dans l'église, que gentiment vient te dire t'inquiète pas, tu vas trouver, alors que toi t'as pas dit que t'allais pas bien et que t'étais en train de chercher. Oups. Donc ça, j'ai pu ressentir ça et ça, je pense, abîmé quand même ma confiance en Dieu de me dire en fait ouais, ça se trouve il m'a oublié Dieu. Ouais. Voilà. En tant que célibataire, je pensais quand même beaucoup au couple. Je dois dire qu'il était assez omniprésent dans mon esprit malgré tout. Et je pense que c'était clairement une idole dans ma vie. Mais c'était pas le couple réel. C'était pas... Quand je voyais des couples autour de moi, des familles autour de moi, ça me donnait pas du tout envie. J'avais pas de couple goal dans ma tête. Ouais. Mais c'était vraiment juste la romance. Juste vraiment comme dans les films, tomber amoureuse de quelqu'un, avoir quelqu'un qui tombe amoureux de moi. Et... Donc je pense que dans un sens, le fait que ce soit très fictif, très centré autour de la romance, je pense que c'était à la fois un bon point dans le sens où je souffrais pas de mon célibat et au final, crocher sur des gars fictifs ou réels, ça me suffisait pour avoir ma dose de romance. Et en même temps, c'était néfaste parce que j'ai quand même dû avoir plusieurs années de tout un travail de déconstruction pour arrêter de croire en l'amour hollywoodien et construire des critères de couple réalistes. Et voilà, j'aurais pas pu me mettre en couple sans ça, je pense. Donc abandonner le fantasme, quoi, et accepter la réalité. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc vraiment le couple, c'était plus la romance, un échappatoire où je me disais c'est un horizon lointain qui est cool, un peu comme le ciel mais pas concret. Et il a fallu un peu le concrétiser en remettant les pieds sur terre. Ouais. Voilà.
C'est beau, c'est beau de pouvoir regarder en arrière et voir que c'était ça les enjeux et voir que Dieu, il a pu travailler ça dans ton célibat, t'accompagner dans ça. C'est beau. Ouais. Moi, ma trajectoire, du coup, est assez différente, parce que le célibat était un peu plus intermittent pour moi. Notamment, en fait, entre mes 20 ans et 22 ans, j'ai été, on va dire, dans une grosse relation sérieuse, avec une fille chrétienne, et relation qui a donné lieu à des premières fiançailles qui ont été par la suite avortées. Et à la suite de cette relation-là, et entre ma relation avec Constance, il y a peut-être quelque chose comme 3 ans et demi qui sont passés entre les deux. Donc à la fois c'était un temps, je pense, quand j'y repense, qui était positif, ou dans un sens où ça a été un temps très fécond et productif en termes d'accomplissement. C'est une période où j'ai eu l'occasion de sortir un livre, de faire un stage par exemple à l'Assemblée nationale, de finir mon master, commencer la thèse, toutes sortes de choses comme ça. Mais forcément, vu le stade de la relation qui avait été terminée, il y a eu quand même tout un processus plus de reconstruction intérieure, et un temps où j'ai été assez éprouvé, notamment dans le fait que depuis assez jeune, je luttais particulièrement avec une forme de porno-dépendance, on va dire, dépendance de laquelle j'avais quand même dans laquelle j'étais plutôt en victoire, en sobriété, pendant une bonne période de temps à ce moment-là. Et c'est vrai que cette relation un peu avortée m'a un peu replongé dans tout ça et dans toutes ces difficultés-là. Et donc je pense que ça a joué dans mes difficultés à me projeter à nouveau dans un projet de couple. Et puis j'avais pas mal de doutes en fait sur ma capacité à repartir à zéro, de retrouver quelqu'un, enfin un peu la sensation que j'étais passé à côté de l'opportunité pour moi de me marier, et qu'elle se représenterait pas forcément. Donc du coup j'essayais pas mal de me préparer à l'éventualité que peut-être le projet de Dieu pour moi était le célibat durable, définitif. Et j'essayais un peu de faire ce travail-là d'acceptation sur moi-même, que c'était peut-être ça, et que c'était pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait tout un tiraillement intérieur, et la tentation, par exemple, d'installer des applis comme Tinder, un peu, ne serait-ce que pour faire un shot un peu et me sentir désiré parce que personne ont liké mon profil ou des choses comme ça. Je pense que il y avait forcément aussi du coup une dimension assez éprouvante à cette période de célibat, et je pense que je le vivais particulièrement dans les périodes de vacances, où peut-être c'est bizarre, mais le fait de sortir un peu le nez du travail, le fait de passer du temps avec ma famille, avec mes frères et sœurs qui sont chacun mariés, qui ont leurs enfants, de du coup être un peu celui qui dort sur le matelas parce qu'il a pas vraiment de place, enfin il y a pas assez de chambre pour tout le monde, donc c'est forcément moi qui m'adapte aux autres et à leurs contraintes. Et puis aussi un peu ces petites remarques sur le fait les uns les autres qui se demandent comment ça va ma vie amoureuse, si je suis sur des pistes, qui parfois voilà veulent me donner des conseils divers et variés. Voilà, c'était pas évident, et je pense que d'un point de vue peut-être plus spirituel, j'avais un peu des doutes dans la légitimité de mes désirs, de mes envies devant Dieu, à me dire voilà, est-ce que c'est charnel quelque part de vouloir aspirer à être en couple, à avoir des enfants, tout ça, ou est-ce que c'est par mimétisme de ce que je vois autour de moi, ce genre de questions. Dans le processus avant de se mettre ensemble, Constance disait qu'elle m'avait envoyé un message, et moi c'est tombé à un moment où j'étais en voyage en Arménie, qui est le pays un peu d'une partie de mes arrière-grands-parents, et c'était un moment un peu symbolique, un peu fort, où à la fois j'ai commencé à me dire que je pouvais sortir un peu de la chimère et de la virtualité de la pornographie, et en même temps c'était la période où mon
grand-père était en train de s'éteindre à petit feu, lui qui venait d'Arménie et je sais pas, je pense que le fait d'être confronté à la fois à la mort et à la fois un petit peu de me penser moi dans sa postérité, ça m'a donné envie de moi aussi quelque part fonder ma propre famille, un peu un élan de vie comme une réaction à la mort, quoi. Wow. Voilà, et donc voilà, ça a un peu alimenté cet effet de déclic qui m'a donné envie de construire par la suite quelque chose avec Constance, alors que jusqu'à présent, je pense que j'avais pas mal de blocages et pas mal de choses qui sur lesquelles je butais. J'aime bien que tu parles c'est comme un réseau de facteurs qui ont conduit au fait que tu étais disponible et pas juste un truc. Des fois, on entend des coachs en relation amoureuse et tout qui peuvent simplifier à outrance quand on ressent des blocages intérieurs et qui sont là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, comme si c'était une seule chose à faire et d'un coup, ça allait pouvoir te libérer pour pouvoir construire. Là, tu parles de un contexte particulier avec des réflexions en parallèle sur plein de trucs, quoi. Ouais, non, c'était vraiment même là j'ai simplifié un peu pour essayer de tenir la durée du podcast, mais c'est vrai que voilà, il y a eu des moments, des conversations même en psychothérapie où parfois j'étais sur des pistes mais complètement où je sentais que ça n'allait pas, où j'étais en discussion avec une fille mais où j'étais pas en paix et puis elle me disait mais qui me reprenait un peu en mode tu le sauras quand tu seras en paix, quand tu te dirigeras vers une bonne personne pour toi, ce genre de choses qui forcément ont joué à ma construction à ce moment-là et qui m'ont amené à envisager Constance et à vraiment voir en elle alors je sais pas si c'est la bonne personne, mais en tout cas la personne qui répondait à pas mal d'aspirations, qui faisait écho à beaucoup de choses qui m'animaient. Ouais. Vous vivez l'aventure du couple depuis 18 mois, 1 an et demi donc. Et c'est quoi qui correspond à vos attentes relationnelles et amoureuses dans cette relation? Et qu'est-ce qui ne correspond pas et qui est différent dans les attentes et la réalité? Je pense que pour moi, j'avais pas mal d'attentes surtout en termes de personnes, en termes de qu'est-ce qui me plaisait chez une femme, quelles étaient un petit peu des attentes. Et c'est vrai que Constance vraiment me correspondait très bien à beaucoup de mes critères, que ce soit sur le plan physique parce que ça compte aussi, mais que sur des choses peut-être que dont j'avais pris conscience, je pense le fait d'être doctorant, j'avais un peu ce besoin peut-être d'avoir un vis-à-vis un peu intellectuel en face de moi, d'être avec une personne avec qui je puisse parler, un peu partir sur des choses un peu conceptuelles, abstraites, refaire le monde, quelqu'un qui puisse m'accompagner un peu dans des conversations un peu délirantes. Donc ça, pour le coup, ça tombait assez bien. Une autre chose, c'était par rapport au défi que j'ai mentionné en termes de dépendance, de sexualité, le fait de malgré tout trouver quelqu'un qui puisse m'accueillir dans ces défis-là, pas accepter la pornodépendance en tant que telle, mais qui puisse avoir un regard quand même compréhensif et constructif sur ce combat qui était le mien et qui reste quand même présent dans ma vie. Et donc je pense que ça a joué. Après, si on bascule un peu sur la relation et l'expérience de la relation de couple, évidemment, je pense qu'au stade où on en est, comme on n'est que des fiancés, qu'on a décidé de pas vivre ensemble, que on a décidé de pas avoir de relation sexuelle avant le mariage, on reste un peu dans ces attentes-là et forcément dans un certain nombre de projections peut-être un peu imaginées et peut-être un peu fictives aussi sur ce que pourrait être la vie de couple marié. Mais je pense que comme j'avais été dans plusieurs relations à distance, j'avais l'envie de pouvoir construire une relation, un peu faire la vie avec ma copine, ma fiancée, sur une base régulière, avoir des amis en commun, avoir une église commune, travailler ensemble. Et donc ça, la relation matchait assez bien, disons, mes attentes.
Après, il y a des choses qui ont mis quand même du temps à se mettre en place. Par exemple, l'église, trouver une église commune jusqu'à tout récemment, on était encore engagés dans nos églises respectives. Donc il y a eu tout un processus de petit à petit se retirer, réfléchir à quels pourraient être nos critères communs en sachant qu'on venait de cultures d'églises et théologiques assez différentes. Donc ça, c'était un truc. Après, c'est marrant, mais en fait, c'est fou de se dire que même dans ces attentes et ces critères, parfois, en fait, la réalité, c'est juste d'être confronté au corollaire de ces attentes-là. Enfin, pour donner un exemple, par exemple, le fait de chercher un vis-à-vis intellectuel, je sens que ça peut être un risque dans notre relation de par moments de surintellectualiser nos moments à deux, nos discussions, et du coup de passer un petit peu à côté de certaines choses. Où je pense que j'avais aussi l'aspiration d'être avec une femme qui était assez décidée dans sa vie, assez autonome. Et moi, le fait d'avoir cultivé aussi cette autonomie dans ma propre vie, du coup, on se dit, dans une relation à deux, forcément, il y a des ajustements à faire. Et c'est ce que tu voulais, mais c'est difficile. C'est ça, donc voilà, quoi. Elle est une personne autonome qui s'est construite, je suis une personne autonome qui s'est construite, et voilà, c'est pas juste elle qui va s'adapter à moi, et voilà, ça va être ce mélange-là, un petit peu de faire construire ensemble et se rapprocher l'un de l'autre. Donc ouais, c'est un petit peu peut-être parfois un truc que j'avais pas anticipé, mais dont j'ai pris conscience au fur et à mesure de notre relation. Trop beau. Ça ressemble un petit peu à ce que va dire Joseph. En termes d'attente amoureuse, j'avais plus une idée de personne. Je me souviens qu'on en avait parlé avec des potes en vacances. Ils m'avaient demandé un peu ce que j'attendais. Et j'avais dit, alors, je ne sais pas théologiquement vraiment ce que ça veut dire l'âme, le corps et l'esprit, mais voilà, je l'avais dit comme ça, que j'ai envie que niveau âme, corps et esprit, ce soit aligné, c'est-à-dire que niveau âme, spirituellement, ce soit un chrétien et quelqu'un qui me tire vers Dieu, niveau corps, que je sois attirée, et niveau esprit, que rationnellement, ce soit une bonne idée, que je puisse le présenter à mes parents, et que mes parents, ils disent, ouais, c'est un bon parti, c'est un bon choix. Et je sais que c'est des envies arbitraires, mais j'avais envie personnellement d'être amoureuse. Mais je sais que vraiment c'est une envie parmi d'autres, elle pouvait changer au fil du temps. Je sais aussi que amoureuse, ça peut vouloir dire plein de choses, peut-être pour moi ça voulait peut-être dire admirative, mais en tout cas je sais que je voulais ça, et que sinon je me disais que ça vaut pas la peine, je préfère rester toute seule. Après, au fil des années, c'est vrai que en grandissant, en m'intéressant à des gars et que de pas aller plus loin, j'ai pu voir un peu plus précisément des qualités morales dont je pense j'avais besoin chez quelqu'un. Donc au-delà de juste être un chrétien, je pense qu'en grandissant, j'ai été très sensible à la question du consentement. Je trouvais que, selon moi, beaucoup de garçons avaient une forme de machisme. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me découvrait moi en tant que moi, de comprendre que c'est une autre personne qui a son libre arbitre, que tu peux pas juste mettre des envies sur elle et la contrôler, et elle va aller dans ton sens. Et je pense que c'était quelque chose que j'étais très consciente que je voulais ça, et de la douceur. C'est vrai que j'ai l'impression que des fois on tombe sur quelqu'un qui n'est pas du tout comme on l'imaginait. Pour le coup, moi Joseph, c'est vraiment l'inverse. C'est 100% ce que j'avais imaginé, même dans certains détails troublants, parce que j'ai beaucoup fantasmé un peu le gars idéal. Et Joseph, il respectait tout. Même la personnalité, il est vraiment comme je l'imaginais. Après, en termes de différence, c'est que je pense que j'avais pas imaginé ce que c'était d'être en couple de manière très pratique, concrètement. Et c'est vrai que être en couple dans le quotidien, c'est du coup tu dois être un minimum joignable, l'autre doit savoir un peu ce que tu fais, il faut gérer ton temps en prenant en compte l'autre, tu peux pas juste faire ta vie et ne pas le voir, de manière mais on l'imagine peut-être pas quand on est célibataire. C'est ça, très pratiquement, c'est à la fois contraignant et beau, mais c'est contraignant dans le quotidien, c'était quelque chose, le couple concrètement dans le quotidien, j'avais pas forcément imaginé ce que c'était du tout. C'est intéressant de le dire, parce que les gens qui écoutent et qui sont autonomes,
et qui rêvent du couple ou qui espèrent être en couple, il va falloir être conscient qu'en effet, ça va être une réduction de liberté et d'indépendance. Et d'ailleurs, dans cette saison, quand je demande, ou plutôt dans la saison dernière, quand je demande au couple qu'est-ce qui vous manque dans le célibat, et presque tout le monde dit l'indépendance et la liberté. Pas que t'es pas libre ou t'es pas indépendant quand t'es en couple, mais par définition, tu peux pas vivre ta vie comme si t'étais célibataire alors que t'es avec quelqu'un. C'est important de le préciser parce que ça peut être un choc et ça peut rendre les relations impossibles d'ailleurs. Ça peut rendre un couple impossible si on n'est pas prêt à faire les concessions et les aménagements d'emploi du temps. C'est important de le préciser. Pour les gens qui sont très autonomes et très indépendants, le couple, ça prend un peu de temps de s'adapter, quoi. Ouais. Et puis c'est la vie normale, mais avec quelqu'un d'autre. Ouais. Vous avez d'autres choses à dire sur les attentes? Ah ouais, je pense à un dernier truc. Ouais. Aussi, c'est quelque chose que je pouvais trouver très beau avant et qui est toujours très beau, mais que malgré tout, faut apprendre à vivre avec cette nouvelle mission qui est ma mission prioritaire, c'est d'aimer quelqu'un. Ouais. Et c'est vrai que je me suis construite de manière assez égocentrique et que ça, c'est pas naturel non plus. Ouais. C'est intéressant. Je ne sais pas quoi rebondir dessus. J'imagine que c'est un whole new world qui s'ouvre à toi après. Mais en fait, c'est peut-être ça, on se rend pas compte quand on est célibataire à quel point on est égoïste. Et quand on rencontre quelqu'un et que la personne, on est obligé de dépasser un petit peu cet égoïsme et ça nous confronte à des choses en nous qu'on peut pas voir quand on est célibataire. Ouais. D'ailleurs, quand on a commencé à être ensemble, j'étais pas mal en lien avec, dans le cadre du travail, avec des catholiques. Et j'étais assez intriguée de voir que dans le catholicisme, c'est hyper valorisé le célibat. Enfin, c'est ceux qui sont les plus... au top, quoi. Voilà, au top. Ouais. Et donc, j'avais parlé avec un prêtre parce que je m'étais dit, ah, mais ça se trouve, moi, si j'avais été catholique, j'aurais voulu rester célibataire. Et en fait, je me mets en couple juste parce que je suis protestante et que j'ai pas eu ce choix dans mon champ des possibles. Et j'ai compris vraiment ce que c'était le célibat. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, j'avais pas compris ce que c'était le célibat parce que pour moi, être célibataire, c'était vivre, ma best life. Et le prêtre, il m'a dit que lui, il m'a dit, être célibataire ou être en couple, c'est une vie de don. Ouais. Il a dit donc, en fait, être en couple, c'est une vie de don prioritaire à ton conjoint. Il a dit, mais moi, je me donne à tout le monde. Et là, je me suis dit, ah d'accord, eh ben ça va. Ah oui, c'est intéressant. Il m'a dit, je suis pas célibataire parce que j'ai envie d'être tranquille. Et j'étais, ah ouais, en fait, j'ai pas le don du célibat, je suis juste égoïste. Ouais, c'est la vocation du célibat à découvrir. Ça donne de la valeur à la vocation du mariage et la vocation du mariage donne de la valeur à la vocation du célibat. L'un va pas sans l'autre, quoi. Sans transition, quel conseil aurait facilité votre vie quand vous étiez intéressés l'un par l'autre? Difficile cette question parce qu'on s'est assez rapidement mis ensemble et que c'était serein. Ouais. Mais peut-être ce qui m'aurait enlevé du stress, ce serait de me dire qu'il n'y a pas de façon parfaite de se mettre avec quelqu'un. Comme ça, je me serais pas dit est-ce que j'ai pas fait telle étape, telle étape. Et aussi qu'on peut pas tout savoir avant de se mettre avec quelqu'un et qu'il y a bien un moment où il faut sauter dans le vide et qu'on découvrira des choses tout au long de la vie. Voilà. C'était quelle étape que t'avais l'impression qu'il fallait absolument, par laquelle il fallait passer? En fait, c'était juste en termes de temps, comme on est resté, on n'a pas eu alors on était meilleurs amis, et puis ensuite on a ouvert les yeux. Non, quand j'ai commencé à le voir en BU, je savais que j'étais intéressée par lui, et il a fallu quelques semaines, et on était ensemble, et dans mon cœur, j'avais la paix, mais par rapport au regard des autres, j'avais un petit peu peur que on me dise que c'était un peu rapide et que du coup, j'avais pas forcément de raison légitime d'être avec Joseph. Ouais. Voilà. C'est vrai que je me souviens au début, chaque nouveau mois qu'on passait, on était là, genre, on est un peu plus légitime dans notre relation. Ouais. Intéressant. Je pense que on est bien entouré, on a été bien conseillé par nos entourages, mais aussi par pas mal de lectures qu'on avait fait sur ces sujets. Moi, il y a un conseil qu'on m'a donné assez tardivement, mais que j'ai trouvé intéressant dans mon cas. C'était en fait l'idée que finalement, on se répare aussi dans la relation. Alors, pour moi, disons que
pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est vrai que j'étais plutôt j'étais beaucoup dans l'idée que fallait un peu avoir réglé tous ces combats de façon préalable à la relation. Et je pense qu'il y a une part de sagesse parce que on connaît aussi le couple pansement qui est censé faire envoyer en l'air tous les vices, les addictions, les défauts de caractère, tout ça. Donc ça, évidemment, quand j'étais dans cette posture-là parce que j'étais en réaction à ce modèle-là, mais il y a évidemment le risque de tomber dans un autre extrême qui n'est pas tout à fait juste. Et ce que je vois dans ma vie et aussi dans la vie de Constance, mais de façon différente, c'est que encore aujourd'hui, on a tous les deux des combats et que on se soutient l'un et l'autre, mais avec une certaine pudeur aussi de laisser l'autre faire face à ces combats. Et dans un sens, c'est aussi intéressant cette période d'entre-deux, entre le célibat et le mariage, pour un peu processer ça en même temps ensemble, mais avec une certaine individualité, en sachant qu'on n'a pas non plus dit oui de façon définitive, qu'on ne connaît pas l'intimité à tous les niveaux, etc. Par rapport à l'individualité ou l'indépendance presque de cette saison, est-ce que ça veut dire que vous envisagez que dans le mariage, il y a plus cette responsabilité individuelle devant les combats respectifs ? Je pense que... Je sais pas ce que Constance en pense. Tu veux commencer ? Je dirais non. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sous le même toit, donc de fait, on a plus de temps seul. Je sais pas à quel point on aura autant de temps seul quand on sera marié, mais je pense que c'est une question qui nous travaille beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le vis-à-vis de l'autre, et donc qu'est-ce qui se partage, qu'est-ce qui ne se partage pas. Donc c'est une question qui nous travaille. Mais non, un combat surtout spirituel, face à Dieu, de toute façon, on est seul. Ouais. Non, mais il y a je, le tu et le nous dans la relation, et le je et tu deviennent pas nous, quoi. Il reste je et tu, mais il y a juste nous qui existent maintenant, quoi. C'est ça. Je pense que ça reste encore un peu hypothétique et théorique pour nous, mais moi je serais tout à fait d'avis de dire que il y a quand même une continuité à un certain jardin secret qu'on va continuer d'avoir, et à des combats plus intérieurs, plus personnels, qui vont avoir un impact sur le couple et le mariage, mais qui doivent se gérer, je pense, peut-être prioritairement par la personne concernée, mais avec le soutien de l'autre. Après, j'ai l'impression que ce qu'on réalise de plus en plus, c'est comment on a besoin d'autres vis-à-vis dans ces combats-là, qui ne soient pas l'un et l'autre, mais des amis, des personnes de la famille, pourquoi pas un thérapeute, ce genre de choses, un conseiller spi, enfin voilà, un pasteur, ce que vous voulez, qui puisse nous aider aussi sans que ce soit forcément trop lourd à porter pour l'autre. Ouais. C'est beau. Moi, je suis grave d'accord je pense que le problème avec l'idolâtrie du mariage, c'est de faire croire aux gens qu'ils ont besoin que de l'autre. Et qu'ils n'ont pas besoin de toute une communauté, alors que dans la Bible, il n'y a aucune représentation du mariage comme le seul espace où on peut être vulnérable, le seul espace où on peut partager ses combats. C'est pas ça la Bible. La Bible, on voit presque pas des mariages en fait. On voit des communautés, et puis de temps en temps, il y a mention du mariage, mais comme un truc hyper secondaire. Mais le premier, c'est la communauté, le peuple d'Israël et l'Église après dans le Nouveau Testament. Et moi, ça me frappe, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui galèrent dans leur mariage, et on s'en rend compte que quand c'est terminé, parce qu'il n'y a pas ce besoin de vis-à-vis extérieur et de soutien et de Moi, Constance, je suis interpellée par la fille peut pas faire le premier pas. Est-ce que tu aurais eu besoin d'avoir une conversation pour expliciter qu'est-ce que ça veut dire le premier pas, et d'où vient ce désir-là? Peut-être, parce que je pense que derrière cette idée, la fille ne peut pas faire le premier pas. C'est plus une peur qui, je pense, est fondée. C'est d'avoir vu beaucoup autour de moi, des gars qui se mettent avec des filles parce qu'elle était là. Et j'ai plus confiance dans la capacité des femmes à savoir ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que si un mec vient vers une femme, j'ai l'impression que la femme peut dire « bah non, je préfère être seule ». Mais que j'ai vu pas mal de mecs qui
même s'ils n'ont pas spécialement envie d'être avec la fille, ils disent oui parce que par contre être seul ça les intéresse pas. Et voilà, donc je pense que c'est une culture, une éducation, et j'avais pas confiance en fait je voulais que l'homme fasse ses preuves. Je pense que c'était légitime vu les choses que j'ai pu voir autour de moi, mais du coup c'est un peu bête de s'enfermer dans une règle sans comprendre le sens de la règle. Le sens c'est bah non, en fait c'est que t'as besoin de quelqu'un, tu veux être sûr que la personne a envie d'être avec toi, et c'est pas que c'est interdit de faire le premier pas. Et en fait Joseph, j'avais confiance que c'était un gars qui faisait les choses vraiment parce qu'il le voulait, que t'allais pas le forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Et donc bah cette confiance étant là, tu fais le premier pas. Mais oui, je pense que j'aurais pu avoir plus de réflexion là-dessus. En regardant en arrière, qu'est-ce qui vous aide aujourd'hui à vivre au mieux cette période de fiançailles que vous avez appris ou travaillé quand vous étiez célibataire? Pour moi, ce que j'ai trouvé assez fort, et je pense que ça fera écho aussi peut-être à l'expérience de Constance, ça a été notre capacité avant de nous connaître et du coup avant la relation, à y voir assez clair en tant que célibataire sur notre projet de vie, en gros notre raison d'être, ce qu'on veut faire même concrètement d'un point de vue professionnel, et puis quel est le style de vie auquel on aspire, les valeurs sur lesquelles on transigera pas, ce genre de choses. Et je pense que cette phase de construction individuelle, elle a permis de venir dans le couple avec toute la richesse de cette construction en termes d'expérience, de maturité, de volonté, de clarté sur ce qu'on voulait dans nos vies. Après, je sais pas à quel point ça peut être... je voudrais pas l'ériger en règle, parce que forcément, il y a des couples qui se mettent ensemble plus tôt, des gens qui se marient plus jeunes, et donc où la construction se fait aussi pendant la relation. Mais c'est vrai que si je pars de notre cas à nous, je trouve que c'est vraiment une richesse que je vois, enfin un fruit, un bon fruit qui vient directement de cette période de célibat. Ouais. De mon côté, pour pas répéter ce qu'a dit Joseph, je dirais ce travail de déconstruction dont je parlais, que j'ai fait d'ailleurs avec ma meilleure amie beaucoup, déconstruire nos attentes, ce qui m'a permis de choisir une bonne personne, mais aussi de pas être catastrophée par les difficultés du couple, parce que c'est pas Hollywood. Et je dirais aussi que au fil des années, je dirais que j'ai approfondi plein d'autres relations avec mes parents, avec mes amis, et avec l'âge, c'est devenu des relations plus profondes, plus honnêtes, plus en vis-à-vis. J'ai découvert la confession dans mes relations, et je pense que ça a fait un écosystème de relations solides. Et donc Joseph, il est arrivé maintenant, et c'est vrai qu'il prend le cœur de mon écosystème. Mais c'est pas tout, voilà, c'est pas tout mon écosystème. Je pense que le fait que les autres soient bien à leur place, ça fait que Joseph prend bien sa place aussi. Et donc voilà, ça je pense que c'est un truc que les années ont permis. Et aussi même la construction de mon individualité, comme disait Joseph, ça fait que ma relation ne me consume pas. Joseph, il est en plus, c'est du bonus. Mais si on a des difficultés, si on a des disputes, mon identité n'est pas ébranlée, les fondements restent bien là. Donc je pense que tu relativises certaines choses quand tu dis au final j'ai vécu sans, là c'est en plus, je l'ai choisi, personne m'a forcé. Ça permet de relativiser. Oui, et puis il y a plus cette attente qu'il faut être absolument en fusion, la fusion, qu'il faut être d'accord absolument sur tout, et si on n'est pas d'accord, ça va pas marcher dans le mariage et tout ça. Oui, je pense, je rebondis sur ça parce que c'est vrai que le premier paradigme avec lequel j'ai vu notre relation, c'était à quel point on se ressemble. Et après, il y a eu toute une période de à quel point on est différents. Et c'est fou, tu vois. Enfin, c'est fou à quel point même dans la ressemblance, il y a de la différence. Enfin, et puis, en fait, il y a toujours plus de différence que ce qu'on peut penser. Et bon, les deux ensemble, quoi. Je pensais à une chose.
Je pense que quand j'étais ado, ma vision de la sexualité, c'était faut pas coucher avant le mariage. Ce qui est quand même très léger. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens mis derrière la sexualité, il n'y a pas de théologie de la sexualité. Et je suis contente d'avoir pu me construire une théologie de la sexualité avant de me mettre en couple. Ouais. C'était pas seulement ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. C'était vraiment la sexualité, ça veut dire ça. Si elle est liée au mariage, ça veut dire ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment la pureté? Est-ce que ça veut juste dire en fait pas de pénétration? Enfin, donc du coup, je pense que ça m'a amené beaucoup de paix, je pense, dans la relation. Si j'étais rentrée dans la relation sans me poser toutes ces questions et que là je me retrouvais là face à Joseph, face à Dieu, sans savoir quoi faire, je pense que j'aurais été très stressée. Ouais. La vraie vie, c'est décoiffant en termes de sexualité, quoi. C'est vrai que c'est pas mal d'y réfléchir préalablement parce que l'épreuve du couple fait tellement que en général, dans beaucoup de cas, fait tellement que tu vas être tenté de faire sauter un certain nombre de convictions en la matière, que je me dis, c'est vrai que si t'as pas réfléchi à ça, si t'as pas construit justement des convictions, c'est peut-être un peu plus facile de passer au-dessus et puis de se dire on y réfléchira après ou ce genre de choses. Ouais, et puis ça t'enlève aussi la capacité à communiquer parce que c'est des domaines, il y a beaucoup de tabous et du coup tu dois en parler dans le couple. Et en fait, si tu y as pas réfléchi, ça veut dire que t'en as jamais parlé peut-être avec des amis ou des pasteurs ou je sais pas quoi, donc t'as pas trop de capacité de communiquer et d'avoir les conversations parce que c'est un peu... je pense que je te rejoins, Constance, sur le faut pas coucher avant le mariage. C'est comme si c'est tout coule de source, tout est simple, tout est fluide et on va être d'accord et nos hormones vont être alignées et dans le mariage aussi, et que comme si c'était aussi simple dans le mariage, enfin toutes les questions de consentement et tout ça, c'est vraiment être utopique de penser qu'il n'y a pas besoin d'avoir des conversations et ne pas y réfléchir quand on est célibataire, déjà dans le couple non marié si on veut faire le choix de pas coucher avant le mariage, mais aussi après dans le mariage, quoi. On se fait voler notre capacité de communiquer de ces sujets qui sont heavy. Je suis sûre que vous avez encore des gens dans vos vies qui sont célibataires. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est la minute dédicace. Alors, je pense à 2 personnes en particulier. Et en plus, 2 cas de figure totalement différents. Une qui est célibataire mais qui aspire un jour à se marier. Une qui est célibataire par choix. A priori, il y a des chances qu'elle le reste toute sa vie. En fait, c'est pour elle, mais pour un peu tous les autres, mais un peu un rappel que la seule injonction qu'on a dans cette vie, c'est d'aimer Dieu. En soi, célibat, mariage, c'est des bénédictions, c'est une question d'envie. Et donc, si t'as envie d'être célibataire, c'est bien. Si t'as envie d'être marié, c'est bien. Si t'as envie d'être marié par raison, tu veux plus un partenaire, c'est bien. Si tu veux avoir les paillettes dans les yeux, c'est bien. Enfin, en gros, de reconsidérer, il y a tellement de pression sociale, tellement d'idolâtrie autour de ces sujets, de reconsidérer nos envies, parce que nos envies, c'est des choses belles que Dieu nous donne. Et donc, voilà, de redonner de la valeur à nos envies. Et c'est vrai que des fois, par contre, nos envies ne correspondent pas forcément à ce qu'on vit. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui m'avaient travaillé, de me dire... en plus, je l'avais vu en sociaux, c'est à l'échelle européenne, dans toutes les religions, les femmes sont plus investies que les hommes. Forcément, tu te dis, t'es une femme, tu vas pas trouver un mec aussi investi que toi. Mais au final, il y a aucune circonstance extérieure, même si on peut se dire mais c'est implacable, c'est la réalité, il y a rien qui peut empêcher Dieu de te faire vivre quelque chose qu'il aurait bien voulu pour toi. Il y a rien. Dieu n'est limité par rien, donc voilà, les envies sont légitimes et Dieu sait. Et Dieu sait. Et Dieu peut. Voilà. Trop beau. Cette question, elle déclenche plein de trucs en moi parce que à la fois je sais combien je pouvais être agacé quand j'étais célibataire par tous ces conseils que je pouvais recevoir de personnes en couple,
parce que ouais, du coup j'aurais pas envie de prendre ce rôle-là trop aujourd'hui, mais toujours cette envie de rester bien aussi, de me mettre à l'écoute des personnes célibataires, de leur expérience, et voilà, moi il se trouve que dans mes relations, beaucoup de personnes, j'étais un peu parmi les derniers célibataires quelque part, et donc peut-être que je suis moins confronté à des personnes célibataires que Constance actuellement, mais j'aime bien, ouais, souvent quand j'ai des discussions, particulièrement avec des jeunes dans l'Église catholique qui cheminent vers le feu de célibat, je suis toujours, enfin il y a quelque chose enfin je sais pas, il y a un truc qui me donne envie de les écouter et de voir la puissance de ce don et de ce choix dans leur vie, et je pense qu'il y a quelque chose qui m'inspire, voilà, et je dis ça sans vouloir essentialiser le célibat comme quelque chose de magnifique, ou enfin voilà, en essayant de pas trop tomber dans des stéréotypes qui ont pu m'énerver par le passé. Après je trouve que peut-être à des célibataires qui eux aspirent vraiment au couple, je leur dirais, je pense, des choses que j'aurais bien voulu entendre, à savoir de pas brader qui ils ou elles sont, ce en quoi ils ou elles croient, et ce à quoi ils ou elles aspirent, mais tout en sachant peut-être voilà, faire ce travail d'éprouver ses propres critères, en discernant un peu les critères qui sont bien fondés, solides, d'autres qui sont peut-être plus secondaires. Et je pense que parfois il peut y avoir cette tentation de céder un petit peu, soit une certaine facilité, soit une certaine fatalité, mais pas toujours de pas forcément ressentir la paix à ce moment-là, et donc je dirais que pour moi ce point-là cet inconfort, enfin cette non-paix intérieure, pour moi c'est deal breaker, et je dirais à ces personnes de garder leur paix quoi qu'il en coûte, quoi. Ouais. Oui, c'est lié à la confiance que Dieu a quelque chose de mieux si on n'est pas en paix, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Il se trouve que juste avant enfin dans les mois et années qui ont précédé ma rencontre avec Constance, il y a eu plusieurs pistes, on va dire, ou des amorces de relations, et souvent vraiment ouais, je me sentais pas en paix, vraiment, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais en même temps je me disais, mais est-ce que c'est légitime, voilà, enfin, on entend tellement de discours parfois contradictoires sur ce sujet, et notamment dans le milieu chrétien, et c'est vrai que moi, dans mon cas, ça m'a aidé que à des moments précis, on m'arrête en me disant, mais en gros, te force pas, quoi, enfin, si ça vient pas, ça vient pas, et peut-être que, voilà, c'est peut-être des signes que si la sauce prend pas maintenant, peut-être ça veut dire qu'elle ne prendra pas. Après voilà, encore une fois, je vais essayer d'être prudent par rapport à des règles universelles, parce que on sait qu'il y a des mariages un peu plus arrangés qui ont l'air de bien fonctionner, donc j'ai pas envie d'être voilà, mais il faudra peut-être les inviter et voir ce que eux ont à dire. Non, mais c'est intéressant parce que, enfin, tu dis ça en tant que gars dans le milieu chrétien, et peut-être des femmes qui écouteraient en disant oui, mais j'ai pas le choix, j'ai pas autant le choix qu'un gars. Ouais. Mais pour moi, en tant que femme, j'ai envie d'encourager aussi de dire, et moi je me le répète à moi-même, de dire j'ai pas besoin de baisser mes critères, ou j'ai pas besoin d'aller dans une relation où je me sens pas à l'aise et tout ça. Ouais. Si même si c'est peut-être la seule opportunité qui me vient, parce qu'il vaut mieux que je sois seule et convaincue, même si je suis triste, plutôt que engagée dans une relation à vie avec quelqu'un avec qui il n'y a pas les valeurs en commun, il n'y a pas des aspirations en commun importantes et fondatrices, ou qui a une gestion, enfin qui a plein de trucs où ça matcherait pas, où ça serait compliqué, et c'est plus simple d'être tout seul, même si on est triste, que d'être avec quelqu'un où ça va être tout le temps compliqué, quoi. Ouais. Et je le dis en tant que femme, donc tu as le droit de le dire en tant que gars aussi. Ouais, mais merci de pointer à cette variable-là qui est à mon avis cruciale, et c'est vrai que ça pose des questions.
Eh ben, pour conclure cet épisode, quels sont vos 2 centimes sur le sujet, les choses que vous voulez que nos auditeurs se rappellent? Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais je dirais que le couple, c'est une question d'envie. Moi, ce qui m'a décidé à me mettre avec Joseph, c'est que j'avais envie de me mettre avec. Personne m'a forcé, et donc du coup maintenant, je me rappelle que j'ai envie d'être avec lui, je décide de faire ce bout de chemin avec lui. Ça rend pas la vie idyllique d'un coup, mais c'est mon envie, c'est une bénédiction. Et si j'avais pas eu envie, je l'aurais pas fait. C'est beau parce que le choix libre, c'est un des critères du mariage chrétien. Enfin, genre, tu dois t'engager en voulant le consentement libre et ouais. Donc c'est cool de le rappeler et que ton choix il naît d'une envie, c'est bien quoi. C'est ça. Moi, je dirais que des choses simples, mais rappeler que Dieu est bon, qu'il nous connaît parfaitement, qu'il connaît chacun de nos désirs, et voilà, il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous, pour notre édification, pour notre sanctification, mais aussi pour notre bonheur, ce qui n'est pas des moindres. Et c'est vrai que l'expérience de ma rencontre avec Constance a été un peu ce rappel-là dans ma vie, que finalement plusieurs années où il y a eu pas mal de doutes et d'aspirations en même temps, que tout ça s'était pas passé sous silence auprès de lui, et j'ose croire que c'est la même chose pour les personnes, pour toute personne qui déciderait de confier leur vie entre ses mains, quoi. Dieu prend soin de nous, et voilà. Amen. Dieu prend soin de nous, c'est une super manière de finir cet épisode. Moi, je trouve ça bien. Merci beaucoup pour ce que vous avez partagé. C'était fort chouette. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, on est content. Joseph et Constance, c'est un couple goals, ce couple qui vous inspire maintenant dans votre vie. Je suis reconnaissante de cette conversation. J'espère que ça vous a encouragé si vous êtes célibataire, que vous aspirez au couple, à faire confiance à Dieu. Moi, en tout cas, ça m'a encouragée. Je vous fais encore une invitation à aller donner des petits votes ou à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Comme ça, les gens pourront découvrir cette saison de nos 2 centimes sur le couple et le célibat et cheminer avec nous pour avoir une vision plus juste du couple, du célibat et vivre plus en paix les uns avec les autres. Prenez soin de vous, les auditeurs, et à dimanche prochain, 15h, pour un nouvel épisode de nos 2 centimes.